En 1912, Winston Churchill, alors Premier Lord de l'Amirauté, a présenté une proposition audacieuse pour la fédéralisation du Royaume-Uni, s'éloignant de l'État unitaire établi, de la monarchie constitutionnelle et parlementaire, et se dirigeant vers un système qui ressemblerait davantage à celui des États-Unis. Au cas où vous ne le sauriez pas, le fédéralisme est un concept politique qui implique la répartition des pouvoirs entre un gouvernement central et des gouvernements régionaux. Il permet aux régions d'avoir le contrôle sur certains domaines politiques tandis que le gouvernement central conserve l'autorité sur les questions d'importance nationale, généralement la diplomatie et la sécurité. Cette structure peut aider à prendre en compte la diversité des identités et des besoins régionaux au sein d'une seule entité politique, en favorisant l'unité tout en respectant l'autonomie locale. Du moins, c'est ce que diraient ses défenseurs. Attention, ne vous méprenez pas, Churchill était un aristocrate qui favorisait fortement la monarchie, et sa proposition n'avait en aucun cas pour but de s'en débarrasser. Cette proposition visait uniquement à réorganiser la gestion politique du territoire britannique, afin, selon lui, de créer un système politique plus équilibré et cohérent, en accordant une autonomie significative à l'Angleterre, à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande, tout en maintenant l'intégrité du Royaume-Uni grâce à un gouvernement central aux compétences limitées, ce qui correspondait également à ses convictions puisqu'à l'époque il était membre du Parti libéral. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'idée sans doute folle de Winston Churchill concernant une fédération britannique en 1912. Tout d'abord, un peu de contexte historique. Le début du XXe siècle était une période de changements politiques et sociaux importants au sein du Royaume-Uni. Le pays était confronté à divers problèmes, notamment les revendications pour l'autonomie de l'Irlande, la montée des mouvements ouvriers et les débats persistants sur le droit de vote des femmes. Le gouvernement libéral, au pouvoir depuis 1906, mettait en œuvre toute une série de réformes sociales progressistes, mais il devait également faire face à d'importants défis politiques liés à ces questions et à d'autres. L'Irlande était une grande source de discorde, toujours sous domination britannique. La demande d'autonomie pour l'Irlande, qui visait à lui accorder son propre parlement et une plus grande autonomie, était une question qui divisait depuis des années. En 1912, le troisième projet de loi sur l'autonomie fut présenté pour instaurer un gouvernement autonome en Irlande, au sein du Royaume-Uni. Cependant, cette initiative a rencontré une forte résistance de la part des unionistes d'Ulster et du Parti conservateur, qui craignaient qu'elle ne conduise à la dislocation du Royaume-Uni. Le gouvernement était coincé entre le marteau et l'enclume. Le degré d'autonomie accordé n'a jamais été suffisant pour les partisans de l'État libre d'Irlande, et il a toujours été trop important pour les unionistes. Le plan de fédéralisation de Churchill a été influencé par les débats sur l'autonomie et les défis plus larges de gestion d'un État diversifié et multinational, dont il se rendant compte que la Grande-Bretagne était. Il a proposé la création d'assemblées régionales pour l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande et plusieurs régions d'Angleterre. Ces assemblées s'occuperaient des affaires locales, tandis que le gouvernement central à Westminster conserverait le contrôle des questions nationales telles que la défense, la politique étrangère et la politique économique générale. Il a soutenu que la fédéralisation offrirait une solution équilibrée aux revendications d'autonomie régionale et à la nécessité de maintenir l'unité nationale. En accordant des pouvoirs d'autonomie à chaque partie du Royaume-Uni, Churchill pensait que la structure fédérale pourrait répondre plus efficacement aux doléances et aux aspirations régionales que le système unitaire existant. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance, et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré.
le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. La proposition visait à trouver une solution qui serait totalement différente, et donc acceptable pour les deux parties en Irlande, mais aussi à récolter les bénéfices d'éviter un futur séparatisme écossais et gallois. En plus d'offrir une représentation adéquate aux Anglais eux-mêmes, qui étaient souvent négligés depuis. Le seul parlement dont ils disposent est le Parlement britannique, qui s'occupe des questions du Royaume-Uni et ne prend pas forcément en compte les leurs. Un article d'un journal de l'époque parlait du discours qu'il a prononcé à ce sujet dans sa circonscription de Dundee en 1912. S'exprimant lors d'une réunion organisée par la Fédération libérale féminine de Dundee jeudi, Monsieur Churchill, précisant qu'il parlait en son nom propre et non au nom du gouvernement, a admis que la résistance de l'Ulster à l'autonomie était un obstacle très redoutable et a ensuite esquissé un plan pour un système complet de fédéralisme en Grande-Bretagne. Le Lancashire, le Yorkshire, les Midlands, Londres et d'autres régions auraient tous leur propre parlement distinct. Ce qui nous fait comprendre que son plan ne consistait pas simplement à créer 4 parlements distincts dotés de plus d'autonomie. L'Irlande, le pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre, mais aussi pour que certaines régions deviennent des États avec leur propre parlement. On peut supposer que l'Écosse en aurait un ou deux, le pays de Galles peut-être un seul. Il serait logique que l'Irlande soit divisée en nord et sud, et l'Angleterre en quelques grandes régions, comme les Midlands, le Yorkshire, le Lancashire, peut-être la Cornouaille, et puis Londres, en regroupant les zones autour de Londres. Il nous reste à nous demander ce qu'il en serait pour d'autres territoires, comme l'île de Man, Jersey, les îles anglo-normandes, et même pour les territoires coloniaux britanniques de l'époque. Si le plan avait été suivi, peut-être que d'autres régions sous contrôle britannique à travers le monde auraient pu rejoindre la Fédération, comme le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, évitant l'effondrement total de l'Empire britannique quelques décennies plus tard, et leur offrant aujourd'hui des liens encore plus étroits. Maintenant, son idée n'était pas aussi folle que le titre de cette vidéo le laisse entendre. Après tout, son adoption aurait potentiellement permis d'éviter tous les conflits violents en Irlande. Cela aurait pu empêcher le séparatisme écossais, qui a poussé près de la moitié de la population à voter pour l'indépendance lors d'un référendum, et stopper la montée du séparatisme gallois. À l'époque, certains trouvaient cela fou. La proposition de fédéralisation de Churchill a suscité une opposition notable de divers milieux politiques britanniques. Le Parti conservateur et de nombreux unionistes étaient totalement opposés à toute forme d'autonomie ou de fédéralisation, craignant que cela ne conduise à la désintégration du Royaume-Uni. Ils soutenaient que l'octroi de l'autonomie à des régions comme l'Irlande créerait un précédent qui pourrait encourager les mouvements séparatistes dans d'autres parties du pays. Ils ne voyaient pas le fédéralisme comme une alternative à la dissolution de l'Union. Ils le considéraient comme une étape ou un accélérateur vers celle-ci. La presse a également largement critiqué le plan de Churchill. Un article du New York Times du 15 septembre 1912 rapportait que presque tous les grands journaux londoniens attaquaient le plan de fédération. Dans un article de cette année, le New York Times écrivait « Winston Churchill a exposé une politique de fédération pour la Grande-Bretagne lors d'un discours prononcé cette semaine à Dundee, ce qui, pour le moins, a détourné l'attention de la défaite des libéraux à Midlothian, une élection qu'ils avaient perdue ailleurs. Ce commentaire laisse penser que son plan n'était pas sérieux et visait à détourner l'attention d'un autre point négatif pour le parti, mais cela reste une spéculation de ma part. La mise en œuvre du plan de fédéralisation de Churchill aurait eu des conséquences de grande portée sur la structure politique et sociale du Royaume-Uni, certaines potentiellement positives et d'autres négatives. Cela pourrait en effet atténuer les tensions régionales et la pousser vers l'indépendance totale, surtout en Irlande. Les gouvernements régionaux auraient été mieux placés pour traiter les problèmes locaux
et refléter les identités et intérêts uniques de leur population. La proposition de Churchill visait à renforcer l'unité du Royaume-Uni en offrant une structure politique plus équilibrée et inclusive. En prenant en compte la diversité régionale, le système fédéral pourrait renforcer le sentiment d'appartenance et de loyauté envers le Royaume-Uni. Cela aurait aussi renforcé la participation démocratique. Le transfert de pouvoir aux assemblées régionales aurait rapproché le gouvernement des citoyens. Les citoyens auraient eu une plus grande influence sur les politiques locales et les décisions qui touchaient directement leur vie. D'un point de vue plus négatif, les critiques du plan soutenaient que la fédéralisation pourrait entraîner une complexité accrue et des coûts administratifs plus élevés. La création et le maintien de plusieurs assemblées régionales nécessiteraient des ressources importantes et il y avait un risque de conflit et de doublons entre les autorités régionales et nationales. Des inquiétudes existaient aussi quant à l'affaiblissement de l'autorité centrale du gouvernement britannique par la fédéralisation. L'équilibre des pouvoirs entre les assemblées régionales et Westminster nécessiterait une gestion minutieuse afin de garantir que le gouvernement central conserve sa capacité à gouverner efficacement au niveau national. Si la séparation des domaines à gouverner n'était pas totale, et que parlements locaux et gouvernements central prenaient des décisions différentes, les conflits risqueraient d'être accentués plutôt qu'atténués. Mais la vérité, c'est qu'il semble qu'après le discours, Churchill n'ait pas vraiment réfléchi davantage au concept de création d'une fédération britannique. Peut-être que l'opposition totale à son plan l'a amené à reconsidérer le fait de le poursuivre. Bien que la fédéralisation proposée par Churchill n'ait pas obtenu le soutien politique nécessaire pour être mise en œuvre à l'époque, l'idée de déléguer le pouvoir à des gouvernements régionaux a continué d'évoluer au Royaume-Uni. Le concept de Home Rule a finalement conduit à la création de l'État libre d'Irlande en 1922. Dans les années 1990, le Royaume-Uni a connu des avancées significatives vers la dévolution avec la création du Parlement écossais, de l'Assemblée galloise et de l'Assemblée d'Irlande du Nord. Ces institutions décentralisées se sont vues accorder des degrés variables de pouvoir législatif, reflétant certains aspects de la vision de fédéralisation de Churchill, mais sous un autre nom. La dévolution visait à accorder plus d'autonomie aux régions tout en préservant l'unité du Royaume-Uni, ce qu'il souhaitait. Le seul aspect manquant était les parlements régionaux en Angleterre. En résumé, l'idée du fédéralisme au Royaume-Uni n'a pas commencé avec Churchill. Elle avait d'abord été proposée dans les années 1870 par Isaac Butt et son parti du Home Rule, ainsi que par Joseph Chamberlain, un libéral radical au milieu des années 1880. Elle n'est pas morte avec la démission de Churchill sur ce sujet. David Lloyd George, Premier ministre britannique de 1916 à 1922, a fait campagne pour la dévolution galloise, en commençant par la dévolution de l'Église au pays de Galles, qui a finalement eu lieu en 1920, estimant que cette mise en place, la réforme agraire et d'autres formes de dévolution ne pouvaient être réalisées que si le pays de Galles formait son propre gouvernement au sein d'un système impérial fédéral. En remplaçant fédéralisme par dévolution, de nombreux groupes et personnalités, dont le Parti libéral-démocrate moderne au Royaume-Uni, ont continué à défendre ces idées jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2014, il s'est engagé en faveur d'un ensemble de politiques qu'on pourrait tout à fait qualifier de fédéralistes. En 2021, il a proposé de créer des parlements régionaux en Angleterre, aux pouvoirs similaires à ceux du Parlement écossais, et avec la Chambre des Lords qui serait remplacée par un Sénat fédéral composé de représentants de chaque région. Donc même si Churchill n'a pas réussi à convaincre le pays de son idée en 1912, cette idée a perduré. Et on ne peut s'empêcher de se demander si, un jour dans le futur, nous finirons par avoir une véritable fédération britannique, seulement plus de 100 ans après qu'elle ait été proposée. Qu'en pensez-vous ? Souhaitez-vous que cela arrive, et quels états voudriez-vous y voir ? Dites-le moi en commentaire. Merci à mes mécènes de me soutenir directement. Rejoignez notre communauté de plus de 100 membres pour accéder à des vidéos en avant-première, du contenu supplémentaire, des lives et un contact direct avec moi. N'oubliez pas de vous abonner ici aussi. Et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.